Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'actu sur le thème du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Mais alors Flora, que retenir de ce PLFSS? Alors bonjour à tous, bonjour Franck. Et pour répondre à ta question, il s'agit d'un PLFSS de réponse à la crise, mais résolument tourné vers l'avenir, selon les termes utilisés par Olivier Véran lors de la conférence de presse du 29 septembre dernier, présentant le projet de loi. Le PLFSS pour l'année 2021, donc adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, s'est donc construit dans un contexte de crise et se caractérise par sa fragilité. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale précédente prévoyait un retour à l'équilibre des comptes, régime général et FSV pour 2023. Or, le contexte actuel remet en cause cette trajectoire. Pour rappel, l'objectif donc des LFSS prévus par le plan Juppé de 1996 est de déterminer les conditions générales de l'équilibre financier des comptes de la sécurité sociale et de fixer ses objectifs de dépenses compte tenu des prévisions de recettes réalisées. Ces modalités de pilotage ont été complétées en 2005 par une loi organique intégrant une dimension pluriannuelle au cadrage des finances sociales. Ce nouveau cadrage permet ainsi de disposer d'une meilleure visibilité sur l'évolution des différents soldes. Cependant, il convient de souligner que le cadre actuel présente des limites, à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, on peut souligner la difficulté d'articuler les lois de financement de la sécurité sociale avec les lois de finances. Et sur le fond, le champ des LFSS reste assez étroit et il ne permet pas de disposer de contraintes juridiques fortes assurant les différents objectifs de dépenses. Toutefois, nous nous concentrerons exclusivement sur les limites du projet de loi actuel. Nous pouvons donc nous demander si le PLFSS 2021, qui est ancré dans la tradition héritée des ordonnances Juppé, est adapté pour répondre à la crise que nous connaissons, tout en garantissant la pérennité de l'ensemble des risques couverts et la prise en charge de nouveaux risques. Pour répondre à ce questionnement, on soulignera dans un premier temps que le PLFSS 2021 rompt avec les précédents pour répondre à la crise sanitaire et maintenir un niveau élevé de protection sociale. Puis, on exposera donc dans un second temps en quoi la soutenabilité du système se trouve aujourd'hui remise en cause et que les outils de pilotage actuels ne permettent pas de tendre vers l'équilibre. Le PLFSS se caractérise par sa nature inédite pour répondre à la crise sanitaire et amortir ses effets sur notre système de santé et notre économie. La pandémie que nous connaissons impacte de façon considérable notre système de sécurité sociale et pour y faire face, le projet de loi prévoit des dispositions tant sur le plan sanitaire qu'économique. Sur le plan sanitaire, on peut distinguer donc des mesures conjoncturelles et des mesures structurelles qui concrétisent les réformes annoncées par le Ségur de la santé. Concernant les dépenses directement liées à la crise, pour l'année 2020, l'assurance maladie a engagé 15 milliards d'euros de dépenses exceptionnelles et ce soutien financier massif va perdurer pour l'année 2021. Et quels seront exactement les postes de dépenses, Flora? Alors pour l'année déjà 2020, les postes ont été donc l'achat de masques, comme vous vous en doutez, les équipements de protection pour les personnels soignants, les tests PCR et la prise en charge des différents arrêts de travail, notamment pour garde d'enfants. Ces postes se retrouvent dans l'ONDAM 2021 dans une provision qui s'élève donc à 4,3 milliards d'euros et qui comprend donc l'achat de tests, les masques et des éventuels vaccins. L'objectif est donc bien de continuer à lutter contre l'épidémie. Par ailleurs, le PLFSS traduit également budgétairement les engagements pris lors du Ségur de la santé, Ségur qui vise à la fois à assainir la situation financière des établissements de santé, mais aussi à accompagner plus amplement la transformation de l'offre de soins. L'une des mesures phares du Ségur est donc la revalorisation des salaires des personnels des établissements de santé et des EHPAD. Cette mesure d'une valeur de 8,8 milliards d'euros s'étend donc sur la période 2020-2023 et constitue une augmentation de 183 euros net par mois. D'autre part, le PLFSS traduit la nouvelle politique d'investissement et de financement de la qualité des soins qui se matérialise par un plan de 19 milliards d'euros.
Toutefois, il convient de préciser que 13 milliards d'euros seront consacrés au financement de la dette des établissements participant au service public hospitalier, et c'est donc 6 milliards qui seront consacrés à l'investissement, à savoir la modernisation des établissements de santé et le rattrapage du retard numérique notamment. En consacrant 6 milliards d'euros à l'investissement pour l'an prochain, ce plan d'investissement s'inscrit dans la continuité des plans précédents au regard du montant financier alloué et donc dans la continuité du plan Hôpital 2007 et Hôpital 2012. Il convient quand même aussi de préciser que le plan actuel inclut le secteur médico-social et le secteur ambulatoire et qu'il se situe loin des revendications des collectifs hospitaliers qui demandaient des investissements de l'ordre de 30 milliards d'euros. Il me semble que tu as aussi parlé de mesures en faveur des entreprises, non? Effectivement, le PLFSS consacre les dispositifs instaurés par la troisième loi de finances rectificative. On distingue pour le moment, mais ça évolue, 3 mécanismes de soutien pour un coût total estimé de 5,2 milliards d'euros et qui sera compensé par le budget de l'État. On peut donc citer les exonérations des cotisations sociales patronales dues au titre des mois d'interruption d'activité, un dispositif inédit d'aide au paiement des cotisations et pour les entreprises qui ne peuvent prétendre à ces deux dispositifs, la possibilité de réaliser des plans d'apurement pour les échéances de cotisations reportées. Ainsi, les mesures contenues dans le PLFSS répondent en partie aux besoins créés par la crise sanitaire. Cependant, il n'en exclut pas pour autant les autres grands défis auxquels est confronté notre système de protection sociale aujourd'hui. Et c'est ce que Franck va nous exposer. Merci Flora. Nous avons vu jusqu'ici que les pouvoirs publics ont intégré dans le PLFSS des réponses à la crise sanitaire. Pour autant, la sécurité sociale a vocation à couvrir d'autres risques sociaux et à ce titre, le PLFSS 2021 apporte de nouveaux droits. Tout d'abord, il vient consacrer la création d'une 5e branche de la sécurité sociale, la branche pour le soutien à l'autonomie. Cette nouveauté a déjà fait l'objet d'une présentation dans un précédent rendez-vous de l'actu et nous nous concentrerons donc uniquement sur ses aspects financiers. Rappelons tout de même brièvement quels en sont ses contours. La branche sera gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est aujourd'hui abondée principalement par l'Ondam médico-social à hauteur de 21,6 milliards d'euros et des ressources propres à hauteur de 5,1 milliards d'euros, composées des ressources issues de la CSG, de la Journée de solidarité, la CSA, et de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, la CASA. Cela représentait en budget initial 2020 27,3 milliards d'euros en tout. Sur la base des préconisations du rapport Vacher rendu au gouvernement à la fin de l'été, le PLFSS 2021 refonde le financement de la perte d'autonomie en affectant dès 2021 28 milliards de CSG à la toute nouvelle branche, tout en conservant la CASA, la CSA et la dotation issue du Ségur de la santé présentée par Flora. Cela fait donc un total de 31,2 milliards, soit près de 4 milliards de plus que le budget initial 2020. Cela comprend 2,5 milliards de nouvelles mesures pour le soutien à l'autonomie des personnes âgées et handicapées, dont 1,4 milliard au titre des revalorisations salariales en EHPAD. Ensuite, le PLFSS crée un nouveau droit, l'allongement du congé paternité, et en améliore d'autres par des revalorisations et des mesures de simplification. Attardons-nous, si vous le voulez bien, sur l'allongement du congé paternité. Actuellement, un père peut prendre 11 jours de congé suite à la naissance d'un enfant. 67% des pères y ont recours et ce taux ne progresse plus. En application des préconisations faites par la commission des 1000 premiers jours présidée par Boris Cyrulnik, à compter du 1er juillet 2021, le congé paternité sera doublé pour atteindre 28 jours et cette disposition s'appliquera tout régime confondu, y compris aux travailleurs indépendants. Par ailleurs, les employeurs auront l'obligation d'accorder au moins 7 jours de congé immédiatement après la naissance par une interdiction d'emploi. Coût de cette mesure, 520 millions d'euros par an. En outre, l'allocation supplémentaire d'invalidité sera revalorisée de 50 euros par mois, passant de 750 à 800 euros en 2021. Et son financement jusqu'alors assuré par l'État sera désormais assuré par la branche maladie de la sécurité sociale.
Enfin, des mesures de simplification administrative viennent parachever le projet de loi. Tu peux peut-être nous en dire plus justement sur ces mesures? Bien sûr, Flora. La première simplification porte sur les autorisations temporaires d'utilisation de médicaments, les ATU, en vue de favoriser l'accès à des traitements innovants notamment. Il est parfois nécessaire, lorsqu'un médicament n'a pas encore obtenu d'autorisation de mise sur le marché, de procéder à des autorisations temporaires au regard du bénéfice que le médicament en question pourrait apporter. Les ATU existent pour cela depuis les années 90. Le PLFSS 2021 propose de refondre le dispositif complexe des ATU pour l'accès sur 2 piliers. Un premier pilier, accès précoce aux traitements innovants, et un deuxième, accès à des traitements qui ont une autorisation de mise sur le marché et qui peuvent aussi soigner des pathologies pour lesquelles ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Tout ceci sous le contrôle de la Haute Autorité de Santé, la HAS, et l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM bien sûr. La deuxième mesure de simplification vise plus le champ du recouvrement, par la création d'une plateforme en ligne avec identification par le numéro de sécurité sociale, sans nécessité de créer son entreprise pour les nano-activités. Et enfin, la fusion entre déclaration sociale et fiscale sera opérée pour les exploitants agricoles. Alors Flora, une réponse à la crise, de nouveaux droits, mais qu'en est-il de la soutenabilité financière du système ? La soutenabilité se retrouve aujourd'hui remise en cause et les outils de pilotage ne permettent pas de tendre vers l'équilibre. On va donc voir déjà que la trajectoire financière de la sécurité sociale se retrouve fortement dégradée malgré les mesures introduites pour améliorer cette tendance. Donc, comme on l'a vu, le PLFSS traduit les nombreux engagements du gouvernement en matière de santé et de droits sociaux. Toutefois, la pérennité du système est conditionnée à la soutenabilité financière de la sécurité sociale. Or, les ressources ont été fortement impactées par la crise. Comme évoqué précédemment, on assiste à une progression imprévue et sans précédent des dépenses de santé pour répondre aux besoins liés à la crise sanitaire. Ces dépenses ont conduit à dépasser l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, de 10 milliards d'euros, soit une progression de 7,6% au lieu de 2,45% prévu dans le PLFSS de l'année 2020. Au-delà donc, de la précision des valeurs, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est donc cette augmentation significative. En parallèle, les recettes de la sécurité sociale, qui reposent majoritairement sur les revenus d'activité, avec les cotisations sociales et l'assiette de la CSG, ont été réduites en raison de la compression de l'activité économique. De plus, le gouvernement a fait peser une grande partie des dépenses sociales destinées à limiter les effets de la crise sur l'UNEDIC et la sécurité sociale, avec notamment le chômage partiel et l'utilisation des congés maladie pour assurer la garde des enfants, et ce, sans compensation financière totale. Par conséquent, le solde des régimes obligatoires de base passerait d'un déficit donc, de 2 milliards en 2019 à un déficit de 46 milliards en 2020. Malgré cette dégradation des soldes, aucune hausse de cotisation sociale n'est prévue à ce stade. Alors, quelles sont les mesures qui visent à retrouver une trajectoire d'équilibre, Flora ? Alors, différentes mesures ont pour le moment été identifiées. On peut citer notamment les mesures de soutien immédiat à l'activité prévues dans le plan de relance du gouvernement qui permettraient un rebond des cotisations sociales et de la CSG dès 2021 grâce à une augmentation de la masse salariale. Les organismes complémentaires sont eux aussi mis à contribution puisqu'ils devront s'acquitter d'une participation exceptionnelle pour justement participer à l'effort fait par l'assurance maladie durant la période. Enfin, les lois relatives à la dette sociale et à l'autonomie du mois d'août ont acté la prolongation de la reprise de la dette par la CADES et ce jusqu'en 2033. Toutefois, au vu de l'ampleur de ces pertes financières, il apparaît opportun de mener une réflexion sur les mesures nécessaires à mettre en œuvre pour une maîtrise des dépenses sociales et plus globalement sur les outils de pilotage actuels. Alors, au regard des enjeux soulevés par Flora, nous allons voir quelles sont les principales critiques que soulève le PLFSS
pour finir par des propositions de solutions sur la base d'exemples étrangers ou une proposition d'économiste. Première critique, ce PLFSS n'échappe pas à la règle, il ne permet pas de réformer les dispositifs en profondeur. L'exemple de la création de la 5e branche de la sécurité sociale alors que la loi Grand Âge et Autonomie est repoussée l'illustre parfaitement, sans parler de la réforme des retraites qui est repoussée elle aussi sine die. Deuxième critique, la prise en charge par la sécurité sociale du déficit lié à la crise Covid vient fragiliser les fondations de la sécurité sociale. En effet, à la non-compensation des exonérations de cotisations désormais actées, l'affectation de ressources historiquement liées à la sécurité sociale à d'autres risques, comme la CSG pour le chômage, vient s'ajouter la prise en charge de dépenses conjoncturelles liées à la crise. Le Haut Conseil au financement de la protection sociale alertait déjà au mois de mai sur la question de ce qui relève d'aléas normaux et d'aléas exceptionnels, et donc sur la nécessité de définir la nature des relations entre l'État et la sécurité sociale lors de la survenue d'aléas exceptionnels. Certains économistes, ainsi que la Commission des affaires sociales du Sénat, évoquent la possibilité pour l'État de reprendre la part conjoncturelle du déficit, ce qui libérerait environ 20 milliards d'euros. Par ailleurs, la taxation des mutuelles est critiquée, car elle pourrait conduire à des renchérissements des tarifs de ces dernières. Certains qualifient d'ailleurs cela d'impôt déguisé et qui se répercuterait sur les plus vulnérables. Troisième critique, il n'y a pas de nouveau fléchage budgétaire en direction de la prévention, ce qui paraît surprenant en période de crise sanitaire. Alors pour aller plus loin, nous vous proposons d'examiner 2 exemples européens qui semblent être efficients. Nous les avons pris à dessein dans le champ de la santé, car c'est la branche maladie qui voit ses ressources fragilisées et qui devra fournir le plus d'efforts pour revenir à l'équilibre. Premier exemple, sur le plan de l'organisation hospitalière, il serait possible de s'inspirer de l'exemple allemand qui a connu de meilleurs résultats et une réactivité plus grande face à la crise. Certains diront que c'est du fait d'un meilleur partage des rôles entre acteurs et d'autres diront que la mise en concurrence des caisses d'assurance maladie a permis une meilleure agilité. En Allemagne, les États régionaux, les Länders, possèdent la plupart des hôpitaux universitaires, tandis que les municipalités jouent un rôle dans les activités de santé publique et possèdent environ la moitié des lits d'hôpitaux. Cependant, les différents niveaux de gouvernement ne jouent pratiquement aucun rôle dans le financement direct ou la prestation des soins. Et quel est le deuxième exemple ? Le deuxième exemple, Flora, est sur le plan des dépenses de santé. Dans son rapport 2020 sur les comptes de la sécurité sociale, la Cour des comptes souligne l'efficacité globale des systèmes de régulation des dépenses de soins. Toutefois, elle identifie des marges de progression, notamment sur la maîtrise des dépenses de médecine de ville. Elle préconise entre autres de mieux réguler les dépenses et prescriptions de dispositifs médicaux. Objectif de réduction des dépenses atteint en 2019 à 71%. En 2018, la consommation médicamenteuse française exprimée en nombre d'unités standards par habitant reste supérieure à l'ensemble de ses voisins européens, et parfois nettement, plus 5% et 6% par rapport à l'Allemagne et au Royaume-Uni, mais plus 44% et 68% par rapport à l'Espagne et aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui justifie d'aussi grands écarts ? Eh bien, aux Pays-Bas, l'adoption de schémas de distribution du médicament plus vertueux, en développant l'information aux patients et en individualisant les prescriptions, la juste dose est prescrite aux patients pour limiter les gaspillages ou les mésusages, ont permis de conjuguer efficience et santé publique. Je te remercie pour ces précisions. Et pour initier la conclusion, nous pouvons citer Simone Veil qui déclarait en 1994 devant le Sénat que l'État ne peut prétendre jouer un rôle majeur dans la conduite du système de sécurité sociale que s'il est irréprochable dans les relations financières qu'il entretient avec celle-ci. Cette déclaration alertait déjà sur la nécessité d'une normalisation des relations financières entre l'État et la sécurité sociale. Merci Flora. Pour conclure, nous avons vu que le PLFSS 2021 est construit pour prendre en charge une partie des effets de la crise sanitaire et financière, notamment via la concrétisation du Ségur de la santé. Il présente par ailleurs des nouveautés, dont 2 de taille, la 5e branche de la sécurité sociale et l'allongement du congé paternité.
Mais le PLFSS présente également des limites, notamment en termes de visibilité à long terme sur la pérennité des dispositifs existants. De nombreuses voix s'élèvent pour réclamer un financement de la sécurité sociale qui ferait plus contribuer les entreprises, et particulièrement les GAFA, qui enregistrent cette année des bénéfices records et qui pèseraient moins de manière indifférenciée sur les ménages. Merci Franck, merci à tous pour votre attention.